Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans l'actualité. La Vienne en crue. Il a beaucoup plu ces derniers jours, surtout ce week-end. Résultat, la rivière a monté de 3 mètres environ. Pic atteint cet après-midi à Nouâtre. La route entre L'Île-Bouchard et Chinon est fermée. Le pont Wilson, plus qu'une voie de circulation pour les voitures après les travaux du tram. Ça doit être acté demain au conseil municipal. On vous en a parlé. Les commerçants sont en colère. Une pétition a été lancée. Déjà 500 signatures. Et puis retour à l'occasion de la fin d'année sur la saison du Tour FC. La rétro à la mi-saison, c'est à la fin de ce journal. Mais avant de développer ces titres, où en est-on de l'enquête après la découverte d'un nouveau-né dans une déchetterie de Mur-de-Sologne, dans le Loir-et-Cher? Les gendarmes ont inspecté des dizaines de conteneurs provenant de communes rattachées à la déchetterie. Et bien, dernier élément en date, ils ont découvert une trace de sang sur le conteneur de Mur-de-Sologne. Jérôme Alain. Plus de 200 conteneurs vérifiés en à peine 5 jours. La dizaine de gendarmes travaillant à temps plein sur l'affaire ont découvert la semaine dernière une trace de sang sur un conteneur basé à Mur-de-Sologne. L'appel à témoins par le biais du numéro vert n'a quant à lui rien donné. Seulement 3 appels ont été pris en compte pour l'enquête, mais pas de pistes sérieuses à creuser pour les gendarmes. Aujourd'hui, nous attendons bien sûr les différents tests ADN qui ont été effectués. Donc les ADN qui ont été effectués sur la serviette de bain retrouvée sur l'enfant, les tests d'ADN effectués sur une poubelle à Mur-de-Sologne, et nous attendons aussi le résultat global des conclusions de l'autopsie, savoir si cet enfant a été vivant à un moment donné ou s'il est mort-né. Cet élément qui sera primordial pour un éventuel jugement sera connu d'ici 3 à 4 semaines. En attendant, le groupement de gendarmerie du Loir-et-Cher doit aussi vérifier les noms connus des 843 femmes du département qui devaient accoucher entre la mi-novembre et mi-décembre. Bref, un vrai travail de fourmi commence en parallèle des pistes déjà explorées. Toutes les pharmacies du département ont été contactées, il en est de même pour les hôpitaux, et nous sommes en train de remonter le circuit effectué par les différents conteneurs, sachant qu'il y avait 130 villages qui étaient concernés pour l'arrivée de ces conteneurs. Tous les villages du Loir-et-Cher ont déjà été enquêtés par les gendarmes. Reste une vingtaine de communes du Loiret pour boucler la boucle des conteneurs. Fin janvier, l'ADN sera connu, mais celui-ci ne sera peut-être pas suffisant, surtout si le ou la responsable n'est pas identifié dans le fichier ADN. Le numéro vert n'a pas changé, le 0800 008 948 reste ouvert pour toute information ou témoignage. Il a plu, il a même beaucoup plu ces derniers jours. Résultat, la Vienne est en crue. Elle a été placée en alerte jaune, 2e niveau sur une échelle qui en compte 4. Elle est 3 mètres au-dessus de son niveau normal. La route de L'Île-Bouchard à Chinon a dû être fermée. Crue finalement assez habituelle en hiver. Alors comment la gère-t-on? Reportage à Chinon, Maud Gatineau. Ici à Chinon, la Vienne était à 1 mètre samedi et à 4 mètres et demi cet après-midi. Depuis dimanche, la ville a donc pris un certain nombre de mesures pour mettre en garde les habitants. Ça consiste à mettre des panneaux route inondée et route barrée pour pas que les gens aillent se mettre dans l'eau. Et puis anticiper sur la montée des eaux, notamment pour des vannes de crue, toutes ces choses-là. Et aussi prévenir les agriculteurs pour toutes les bêtes qui peuvent être dans les prés, qui sont dans les zones inondables. Alors que l'alerte départementale est donnée quand la Vienne atteint les 3,50 mètres, les services techniques de la ville préfèrent maintenir une vigilance constante sur le niveau de la rivière. Car dès 2,70 mètres, la Vienne recouvre déjà certaines routes, comme ici la départementale 8 qui mène à L'Île-Bouchard. Sur place, les habitants jettent des regards furtifs sous les ponts, mais la montée de la Vienne ne suscite pas non plus l'étonnement. Là, elle est à 6 mètres, 5 mètres. Non, elle est même à... Attendez, elle est à 4 mètres. C'est la Vienne, elle monte vite, puis elle descend très vite aussi. C'est toujours pareil. Il est vrai que les crues de la rivière sont assez fréquentes, 3 à 4 par an parfois à Chinon. Depuis 1994, un système de vannes et de pompage ont permis d'éviter de trop importantes inondations, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas rester vigilant. Je considère que c'est sain qu'il y ait au moins une petite crue chaque année pour maintenir la vigilance des habitants, parce que c'est vrai qu'on s'habitue trop rapidement à l'absence de risque et on perd certaines bonnes habitudes telles que de ne pas stocker dans des caves des denrées périssables. Hormis la Vienne, une partie de la Creuse et de la Loire ont été mises en alerte jaune, mais pas d'inquiétude, dans les 3 cours d'eau, la décrue est déjà amorcée.
Et puis, conséquence de ces inondations, l'évacuation par les pompiers de 5 personnes à Chinon en toute fin d'après-midi. 5 employés de la centrale nucléaire qui sont logés dans un gîte. Le gîte était au sec, mais la route entre l'île Bouchard et Chinon étant inondée, ils ont dû être donc évacués par les pompiers. Et puis, une fuite de gaz aujourd'hui à Ligueuil. 250 clients ont été impactés, dont une maison de retraite, dont le collège et dont un foyer pour personnes handicapées. La raison, eh bien, c'est des travaux effectués par GRDF, les agents ont percé une conduite de gaz de 4 bars. Un appel à la grève dès ce soir et pour 24 heures. Cela se passe au service néphrologie de l'hôpital Clocheville. Les organisations syndicales mobilisent contre le projet de la direction de l'hôpital de transférer à Bretonneau le service hémodialyse. Un rassemblement avait lieu ce midi. Écoutez plutôt Claire Delors, déléguée CGT au micro d'Aurélie Renaud et de Nathan. Il n'y a aucune raison de détruire quelque chose qui a démontré son efficacité. Et nous savons que les enfants seraient face à une équipe mutualisée avec des personnes qui, même si elles font le maximum, passeraient des enfants aux adultes. Et puis il y a un certain nombre de choses que les enfants n'auraient plus à leur service, par exemple les enseignants, les éducateurs, les psychologues. Sans parler, bien évidemment, de tous les médecins qui sont spécialisés, qui sont dans d'autres services et qui peuvent intervenir tout de suite. Et ce soir, une délégation est reçue en mairie, délégation qui demande également à être entendue par la ministre de la Santé, Marisol Touraine, et par l'ARS, l'Agence régionale de santé. À Tours, le chantier du tram a fait une pause rue Nationale. On vous en a parlé, les barrières ont été enlevées pour la période de Noël. 90% du pavage est réalisé. Les 10% restants le seront à la rentrée de janvier. La rue Nationale pratiquement toute dégagée. Qu'en pensent les Tourangeaux? Eh bien, écoutez plutôt ces réactions. Micro de Pauline Lefrançois. Moi, je trouve ça particulièrement sympathique, oui. Parce que en fait, le sol, le dallage là, c'est blanc, c'est propre, c'est net, ça donne une perspective, c'est très sympathique, je trouve. Je trouve ça très chouette. Ça me fait penser à Bordeaux, parce qu'à Bordeaux, ils ont refait aussi le tram. Et c'est exactement la même configuration. Je trouve ça très agréable parce que très spacieux. On a moins une impression de foule quand il y a du monde dans la rue, on est moins serré, on est moins bousculé. Non, c'est bien. C'est beaucoup plus accessible, beaucoup plus grand, beaucoup plus d'espace. Avant, il fallait vraiment faire des allers et des retours pour réussir à tout traverser. Ça prenait environ 10 minutes de plus. C'était pas très agréable. Et dans le prolongement de la rue Nationale au nord, eh bien, il y a le pont Wilson. À la fin des travaux du tram, qu'une seule voie de circulation pour automobiles ne devrait rouvrir. Cela doit être acté en conseil municipal demain, ce qui provoque la colère des commerçants, tant dans le centre-ville que dans la tranchée. Ils craignent une nouvelle baisse de leur chiffre d'affaires. Une pétition a même été lancée. Sabrina Meloult. Sur le pont Wilson, les travaux du tramway devraient être terminés d'ici la fin février. Mais c'est au même moment que la circulation pourrait être coupée dans le sens sud-nord. Si tout cela semble un peu loin, le bruit court dans les rues de Tours que la décision serait déjà prise par la mairie. À la chambre de commerce, Martine Cotu est animatrice de l'UCAT, l'Union des commerçants et artisans de Tours. Et à la veille du conseil municipal, il faut agir vite. Ce qui n'était pour nous que sujet de réflexion, en fin de compte, devenait de la réalité et du concret. Nous avons été saisis par les commerçants d'abord de la tranchée, puis nous avons une réflexion générale et les enjeux sont tellement importants que nous avons décidé de lancer ce tract et cette pétition. L'UCAT, c'est plus de 490 commerçants qui s'indignent. Certains ont dû fermer boutique il y a quelques mois. D'autres sont pris à la gorge et s'angoissent pour l'avenir. Un avenir qui ne concerne pas seulement les commerçants du quartier de la Tranchée. De toute façon, l'impact est franchement global pour notre ville. Parce que de toute façon, il ne faut pas raisonner d'une façon générale. Un commerce n'est pas qu'un commerce de proximité. On vit d'une clientèle de transit. Et nous avons une clientèle qui vient de l'autre bout du département, qui vient même des départements limitrophes. Et si on lui complique la vie, on est quand même c'est l'axe de l'ancienne RN10 là, qui est concerné. À ce jour, plus de 500 commerçants ont signé cette pétition qui sera remise au maire de Tours avant les délibérations du conseil municipal demain matin.
L'euthanasie, le président de la République promet un projet de loi pour le mois de juin. Aujourd'hui, un rapport lui a été remis par le professeur Didier Sicard. Selon ce rapport, l'assistance au suicide pourrait être envisagée dans certains cas. Du côté des Français, un sondage IFOP montre que 89% d'entre eux souhaitent que François Hollande tienne sa promesse de campagne, c'est-à-dire un accompagnement médicalisé pour terminer sa vie dans la dignité. Reportage dans un service de soins palliatifs à Tours Sud, Brian Pock. Françoise souffre d'une maladie incurable. Elle est actuellement hospitalisée dans un service de soins palliatifs. Croyante et ancienne bénévole auprès des personnes en fin de vie, elle est contre l'euthanasie et le suicide assisté. Mon souhait pour maintenant, c'est de finir ma vie sans faire souffrir trop les êtres qui me sont chers, mari, enfants, amis, et d'arriver à pas me tordre de douleur ou des choses comme ça. Vouloir en finir, bien sûr, moi aussi je voudrais en finir vite, mais pas par une action extérieure. La loi Leonetti de 2005 encadre déjà l'accompagnement des personnes en fin de vie. Elle interdit clairement l'euthanasie, mais la nouveauté de cette loi était d'interdire l'acharnement thérapeutique et de permettre aux patients de refuser un traitement. Pour ce médecin d'un service de soins palliatifs de Tours, confronté régulièrement à la mort, la loi actuelle suffit. Je pense que la loi Leonetti donnait des garde-fous suffisants pour nous permettre de faire notre travail dans une confiance entre les malades, leurs familles et le monde de la médecine. Je pense qu'il ne faut pas légiférer sur l'euthanasie active. Il ne faut pas donner ce pouvoir aux médecins. Pourtant, selon un récent sondage IFOP, 89% des Français souhaiteraient que l'euthanasie soit légalisée. Cet autre médecin du CHU de Tours se retrouve souvent confronté à des idées simplistes de la part des familles et des proches. Il y a une espèce de prisme un peu réducteur qui est de croire que parce qu'on dépénaliserait l'euthanasie ou parce qu'on autoriserait le suicide assisté, la question de la confrontation à sa mort serait réglée. Et de mon point de vue, elle ne le serait pas. Aujourd'hui en France, 57% des Français meurent à l'hôpital. Seulement 20% sont pris en charge dans un service de soins palliatifs. Ces images maintenant tournées au Vinci hier soir à Tours. La Nouvelle République récompensait les entreprises performantes de l'année. Il s'agissait du top des entreprises organisées tous les ans, 13e édition cette année, et 12 entreprises récompensées. Écoutez l'un des lauréats qui nous explique l'intérêt de ces récompenses. Et moi qui suis tout le temps derrière des écrans et qui travaille de manière virtuelle avec des Indiens, des Chinois, avec tout le pays, avec le monde entier, mon territoire étant le web, franchement de temps en temps revenir sur la région avec et les deux pieds sur le sol, c'est pas mal. Finalement, ça nous permet de croiser des clients potentiels peut-être dans la salle. Propos recueillis par Maud Gatineau. On termine ce journal avec du sport et alors que l'on approche de la fin d'année, nous allons regarder dans le rétroviseur avec un focus sur le Tours FC. Quelle performance sportive, quel bilan à mi-saison? Eh bien, on voit cela avec Romain Delville. Le Tours Football Club aura connu toutes les émotions en cette première partie de saison. Ça commence plutôt mal. En championnat, le TFC ne gagne pas pendant 5 matchs. Et bon dernier sur les 8 premières journées, se fait éliminer au deuxième tour de la Coupe de la Ligue face au FC Metz. Entre-temps, Peter Zeidler, l'entraîneur, se fait limoger, remplacé par Bernard Blacard, le responsable du centre de formation. Alors forcément, quand après 18 journées, le club est classé 11e avec 22 points, Max Marty, le manager général, a retrouvé le sourire et de l'ambition pour son équipe. On a gagné notre premier match à la 6e journée 1-0 contre Auxerre, donc c'est vrai qu'on est heureux d'être aujourd'hui 11e, on espère être 10e à la fin des matchs allés, ce qui serait très intéressant. On a pris, je crois que je regardais ce matin, 1,62 ou 63 points de moyenne sur les matchs depuis la présence de Bernard. En tout cas, nous, ce qu'on voudrait, c'est passer la barre des 49 points en fin de saison, qui est le plus petit total qu'on ait jamais réalisé avec le Tours FC. Il ne faudrait pas descendre en dessous de 49, c'est l'objectif de Bernard, c'est un objectif difficile. À quelques jours de la fin des matchs allés, le TFC est à 9 points du premier accessible en avant Guingamp et à 5 points du premier relégable. Les Chamois niortais qui jouent ce soir Sedan, la lanterne rouge de la Ligue 2. Mais preuve que le TFC va mieux, son manager général évoque déjà le mercato d'hiver avec humour et au 12e degré.
Nous, ce dont on a besoin pour être vraiment compétitif, c'est de Messi, Iniesta, Benzema, Zlatan Ibrahimovic, Piqué derrière, Puyol, alors beaucoup de joueurs de Barcelone. Je crois qu'avec ça, on pourrait être compétitif sur la deuxième partie de tableau. Retour à la réalité, le Tours Football Club compte 5 victoires, 7 nuls et 6 défaites. Pour trouver l'équilibre et passer les fêtes de fin d'année au chaud, il doit absolument s'imposer vendredi à domicile face à l'Angesco, quitte à mettre un but de filou à la coup à coup. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, nous recevons le bâtonnier de Tours et on va parler d'une reconstitution d'un grand procès qui avait intéressé la France entière. Le procès de la bonne dame de Loudun, c'est vendredi au tribunal de Tours.